parler d'OVH, qui est aussi un hébergeur, ou Allen One, Gandhi. Vous allez enregistrer ces noms de domaine auprès de ces prestataires-là. Si vous n'êtes pas content de votre prestataire, vous pouvez le transférer, passer de prestataire, changer de prestataire. Mais surtout, vous allez devoir renouveler votre nom de domaine. Si vous oubliez de payer votre nom de domaine, l'utilisation de votre nom de domaine ne sera plus possible. Un nom de domaine aussi peut changer de titulaire, et il y a une spéculation qui existe autour des noms de domaine. Typiquement, Facebook a racheté fb.com, donc juste deux lettres, fb.com, 8 millions de dollars. Pour un nom de domaine que vous avez enregistré pour une dizaine d'euros, c'est une plus-value qui est quand même assez intéressante. Toys R Us a racheté toys.com, 5 millions de dollars. On a là un marché, en fait, un second marché de noms de domaine qui existe. Et puis, c'est le sujet qui nous intéresse en cette fin d'après-midi, on a aussi tous les usages malveillants qu'on va pouvoir retrouver autour des noms de domaine, et donc c'est sur ces points-là qu'on va zoomer d'ici quelques instants. Alors le monde des noms de domaine était assez simple historiquement. Il y avait deux grandes catégories d'extensions. Il y avait des extensions génériques, .com, .net, .org, .info. .info, le premier nom de domaine donc en .com qui a été enregistré, c'était en 1985, donc c'est quand même une matière qui est assez ancienne, elle a plus de 30 ans. On a également plus de 300 extensions qui sont rattachées à des territoires, c'est ce qu'on appelle des CCTLD, donc CCTLD pour Country Code. On peut avoir donc, le .fr, qu'on connaît très bien en France. On a aussi toute une série d'extensions marketées, comme le .tv. Le .tv, c'est une extension en fait pays des Tuvalu, qui est beaucoup plus utilisée pour mettre du contenu vidéo que pour les habitants des Tuvalu. Il y a à peu près 1 millier d'habitants des Tuvalu. Et puis vous avez également les extensions pays qui sont écrits dans d'autres caractères, parce qu'il est possible d'avoir des extensions en caractères non latins. Vous avez au milieu ici le .ru en caractère cyrillique. Jusqu'ici, c'était simple. Depuis 2013, on a vu l'arrivée de plus de 1300 presque nouvelles extensions Internet. Alors parmi ces nouvelles extensions Internet, on va retrouver des extensions génériques par rapport à des secteurs d'activité. Il y a beaucoup d'avocats ce soir dans la salle. Il y a le point lawyer par exemple qui existe. Il y a aussi le point restaurant, il y a aussi le point bio, il y a aussi le point ski, il y a le point gourou, le point ninja, le point pink, il y en a vraiment pour tout le monde. En termes de nouvelles extensions Internet, il y a du choix. Il y a aussi des extensions qui vont être rattachées à une zone géographique. Paris dispose du point Paris, il y a des sites qui se terminent en point Paris. Et puis il y a certaines marques qui ont fait le choix d'avoir leur propre extension Internet. Est-ce qu'il y a des clients de la BNP Paribas dans la salle ou pas? Bon, ok. Non, personne. Si vous consultez vos sites en ligne, si vous tapez dans Google BNP Paribas, vous verrez que l'adresse maintenant de BNP Paribas, c'est mabanque.bnp Paribas. Ce n'est plus bnp-paribas.net. Ils utilisent leur propre extension Internet. Et si vous amusez à taper dans votre navigateur e.leclerc, vous verrez que vous arrivez sur le site de Leclerc. Donc on a des marques qui se sont payées leur propre extension Internet, c'est-à-dire que leur extension, elle est au même niveau en fait qu'un pays, c'est-à-dire que le point .fr, il est au même niveau qu'un point Leclerc, par exemple. Aujourd'hui, on a 330 millions de noms de domaine enregistrés dans le monde, avec un peu moins de 30 extensions qui sont à plus de 2 millions de noms de domaine. Et c'est là donc où je vais vous demander de répondre à cette petite question. D'après vous, quelle est l'extension européenne qui est la plus déposée en Europe? Alors c'est assez simple, vous avez juste à vous connecter sur votre smartphone via la petite adresse que vous avez indiquée, et vous votez pour l'extension pays qui vous paraît la plus dynamique au niveau européen. On va s'arrêter sur cette échantillon-là pour ne pas perdre trop de temps. Donc on a une trentaine de participants avec un maximum pour, a priori, le Royaume-Uni. Je vois qu'il y a quelques experts aussi, peut-être quelques anciens étudiants aussi dans la salle. C'est le point DE, l'extension allemande, qui est en fait la deuxième extension pays la plus enregistrée, qui est la première extension européenne, donc la plus déposée. Pour la petite histoire, c'est le point TK des Itokelau qui fait partie aussi dans le top 3. Vous avez le point CN de la Chine aussi qui est très bien positionné. Mais le point DE allemand a un score qui est quand même très impressionnant. Ils sont à plus de 16 millions de noms de domaine enregistrés. À titre comparatif, le point .fr, on est seulement à 3 millions de noms de domaine déposés.
On voit aussi qu'il y a des extensions, des nouvelles extensions, comme le point XYZ, qui ont réussi à se positionner de façon très importante. Et puis il y a des pays où l'usage est vraiment très important. Regardez le point NL. Le point NL est presque à 6 millions de noms de domaines enregistrés, donc 2 fois plus que la France, alors qu'ils sont 4 fois moins nombreux en termes d'habitants. Donc il y a un usage qui est quand même très élevé dans certains pays. D'après vous, techniquement, dans cette salle, est-ce que je peux prendre l'adresse mail de n'importe qui dans la salle et envoyer un email avec sa propre adresse sans que cette personne l'ait envoyé? Ouais, vous pensez que c'est possible? Ouais. On essaye? Bon, alors je vais pas prendre un avocat, j'ai pas envie d'avoir de problème. Hein. Tu peux couper le périscope, Anthony, s'il te plaît, là, parce que j'ai pas envie d'être condamné pour d'usurpation d'identité numérique. Mais on va faire un petit test quand même. Allez, on essaie. Alors, je suis désolé pour lui, mais j'ai pris un de mes anciens étudiants. Dimitri, il est là. Alors, donc là, en fait, je suis sur un formulaire qui n'est pas ouvert, hein, je vous rassure, qui va permettre, en fait, de prendre l'email de l'expéditeur. Donc là, c'est l'adresse email de Dimitri, donc, qui est étudiant à une école de commerce à Bordeaux, où j'ai le plaisir d'enseigner. Je vais renseigner le nom de l'expéditeur, je vais mettre un email destinataire, donc je vais m'envoyer à moi-même, et puis je vais mettre un sujet, meilleure note. Bonjour Jean-François, je vous autorise à usurper mon identité numérique par mail. Est-ce que ma note peut être montée éventuellement à 18 sur 20 sur votre matière? Ouais, bon, ça arrangera. Ok. Et je vais envoyer en fait cette adresse mail. Donc on est d'accord, hein, Dimitri n'a pas envoyé du tout, il n'a pas bougé, a priori, cet élément-là. Et on va voir, d'ici quelques instants, on va voir après, en fait, arriver dans la boîte mail, logiquement, cette demande de Dimitri ici, et en effet, on voit que Dimitri m'a écrit ici, meilleure note. En plus, on est en contact sur les différents réseaux sociaux, donc j'ai son visage qui est à côté, donc j'ai confiance, hein, en plus c'est un très bon élément. Donc je vais avoir cet élément qui est envoyé de la part de Dimitri, alors qu'il n'a jamais envoyé ce mail. Ok. Donc le préjudice, il peut être très important, et là on fait ça entre nous, c'est sympa, mais on a beaucoup de sociétés qui sont victimes en fait de ce qu'on appelle techniquement l'email spoofing. L'email spoofing, hein, c'est ce que je viens de faire, c'est-à-dire de prendre votre propre adresse mail pour envoyer un email que vous n'avez jamais envoyé. Et ça peut être très utile quand vous allez faire du changement de RIB par exemple. Vous allez pouvoir envoyer un email en disant « Coucou, j'ai cette facture, je change de banque, est-ce que vous pouvez mettre vos prochains paiements sur ce RIB-là » Sauf que la société n'a jamais envoyé, en fait, cette modification de RIB. Et donc le fraudeur se retrouve à avoir des paiements, des factures, de cette façon-là. On a beaucoup entendu parler de cyberattaques ces derniers jours, et on a parlé de ransomware. Tout le monde a entendu parler de ça, un petit peu? Ouais. Donc c'est ces fichiers qui cryptent en fait votre machine, et puis on va vous demander une rançon. Un des moyens de diffusion très importants de ces ransomware, ça va être souvent par l'ouverture d'une pièce jointe. Donc autant votre anti-spam va sûrement repérer un mail un peu étrange venu de Chine ou de Russie, autant imaginez votre boss ou un collaborateur qui vous envoie un email avec sa propre adresse mail et qui vous dit « Tu peux relire l'appel d'offres pour telle société ?» Vous recevez ça de votre collaborateur, de votre boss, qu'est-ce que vous faites? Vous l'ouvrez la pièce jointe. Tout le monde. Sauf qu'à l'intérieur, on peut avoir un ransomware qui va crypter complètement votre machine et une rançon à régler. C'est aussi un de ces moyens pour diffuser les noms. Et là, on est sur les noms de domaine en possession de l'entreprise. Ceux qui sont sur le WIS, sur le certificat d'enregistrement du nom de domaine qui appartient à l'entreprise, ceux dont on contrôle l'usage web à peu près, c'est-à-dire le site internet, la redirection, je le mets en place. Donc, ça, c'est des choses que vous pouvez régler techniquement. Il y a des protocoles techniques. Je ne vais pas approfondir le sujet, on pourra en parler ensuite. Mais il y a des protocoles techniques pour résoudre ça sur les noms de domaine en possession. Mais il y a aussi le risque avec des noms de domaine qui ne sont pas en votre possession, permettent d'entraîner la diffusion de fausses informations. Ici, vous avez eu en fin d'année dernière Vinci qui a été victime d'une usurpation d'identité numérique par mail, qui a eu une conséquence très importante. Son cours de bourse a chuté de 18%.
Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez eu ces deux communiqués qui sont partis, un d'une adresse qui s'appelait vinci.group et un démenti quelques instants après sur vinci-group.com. Or, vinci.group, une nouvelle extension Internet, ben, ce nom de domaine n'appartenait pas au groupe Vinci. Il a été déposé par un tiers, et ce tiers, il n'a pas activé de site Internet. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris le fichier de tous les journalistes, et il a envoyé un communiqué de presse plutôt bien fait, qui annonçait en fait des pertes importantes de la part de Vinci, à tel point qu'ils avaient licencié le directeur financier, en prenant le vrai nom du directeur financier. Rien de plus simple, hein, profil LinkedIn, vous prenez le prénom et le nom de la personne, et vous trouvez qui est le directeur financier de Vinci. Et donc, dans ce communiqué de presse, on disait, bon, ben, il y a eu de grosses irrégularités, on a licencié la personne, et on enquête sur ces éléments-là. Quelques instants après, un autre mail part de vinci-group.com. Et c'est là où c'est assez incroyable, c'est que vinci-group.com, ce n'était pas non plus un nom de domaine qui appartenait à Vinci, c'était un faux démenti qui a été envoyé. Et donc, entre-temps, ben, l'action, elle jouait au lieu. D'accord. Donc, on peut avoir de la diffusion de fausses informations via des noms de domaine qui ne vous appartiennent pas. Mais on peut aussi avoir beaucoup de fraudes pour des détournements financiers. Je vous ai mis quelques cas récents traités via des procédures extrajudiciaires. Le groupe Chantel, par exemple, qui a été victime de demandes de changement de coordonnées bancaires. Chausson Matériaux, une PME donc, dans le domaine de la construction, qui a été aussi victime de ce type de changement en fait, de virement. Alors, petit quand même parenthèse, quand vous appelez Chausson Matériaux, est-ce que vous laissez chausson-matériaux.com disponible? Je ne veux pas qu'on enregistre tous les noms de domaine, toutes les variations, on a vu toutes les extensions, c'est impossible de tout faire. Mais là, la marque à l'identique avec ou sans tirer en .com et .fr, ça fait partie des bases quand même au niveau des sociétés. Carrefour, elle date de la semaine dernière, Carrefour avec 2R.com, où là, on a pris l'identité du directeur financier de Carrefour, qui demandait en fait à ses collaborateurs le paiement urgent de fausses factures, sans que le directeur financier de Carrefour ait envoyé ce type d'éléments. Alors, ça peut aussi être utile, enfin, on a vraiment très régulièrement des marques qui vont être victimes de ce type d'usurpation d'identité. Et quand vous allez sur leur site internet, ils vont faire des gros warnings. Si vous allez sur le site de Colas, colas.com, qui est une filiale de Bouygues, vous avez ce message clairement qui vous dit attention, il y a des fraudes qui sont en cours, on a été alerté, les personnes utilisent des noms de domaine qui ne nous appartiennent pas, colasfrance.com, colasidf.com. C'est des mails qui sont plutôt bien faits. Ils reprennent le responsable des achats, M. Fabrice Durieux de Colas, et ils vous demandent la création de différents comptes. Et ils envoient un RIB, un cabis qui demande ce type d'éléments. Et lorsque vous enregistrez un nom de domaine, pour la moitié de la salle à peu près qui a déjà enregistré le nom de domaine, on vous a demandé des informations un peu personnelles quand on vous a demandé le dépôt. Votre prénom, votre nom, votre adresse email, votre numéro de téléphone. Mais il n'y a pas de contrôle en fait sur ces données-là. Ça peut être purement déclaratif. Vous pouvez vous retrouver avec un nom de domaine qui appartient à Bart Simpson, domicilié à Disneyland Paris. Ça passera au moment du dépôt, du moment où vous avez une carte bancaire valide. Et là où le cybersquatter a été assez impressionnant, c'est qu'il a mis dans Louise, mais qui s'appelait Colas France. C'était lui le propriétaire. Et il a mis l'adresse du siège social de la société de Colas France. Donc ce qui a renforcé encore plus, en fait, la crédibilité de l'arnaque autour de cette arnaque financière. Arnaque financière, on peut aussi se servir de ces emails, de l'usurpation d'identité numérique par email, pour faire du détournement de marchandises. Ici, vous avez ce négociant en vin, Dulon-Calmet.com, en fait, dont le nom a été pris par un tiers. Il commandait plein de vin. Il disait, je vous paye dans 15 jours, vous me livrez à Birmingham en Angleterre, parce que j'organise une super dégustation. Donc tout le monde envoyait de très 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 bonnes bouteilles de vin, sauf que les factures n'ont jamais été réglées. Du coup, ce soir, on a récupéré les bouteilles de vin, ça sera pour 19h, tout à l'heure, on va... Okay. Alors, au niveau des usurpations d'identité numérique par mail, c'est la période, je crois que c'est jusqu'à la fin du mois, pour régler vos impôts en ligne pour les personnes résidant en Gironde, vous avez cette tentative de phishing très, très régulière où les impôts veulent vous rembourser des sommes trop payées, et pour vous rembourser, ils vous demandent toutes vos coordonnées bancaires. C'est un des grands classiques de ce qu'on appelle le phishing. Parmi les autres cas qu'on peut retrouver aussi autour des atteintes liées au nom de domaine, on a aussi les noms de domaine qui peuvent donc atteindre la réputation en faisant en fait des copies de sites
Ici, vous avez deux grands acteurs en fait, du transport de marchandises, hein, CMA-CGM et MSC, où on a deux sites internet qui sont des reproductions quasi serviles des sites internet des personnes ciblées, où les gens se font passer pour ces grandes entreprises de transport maritime, pour récupérer des données, pour faire des détournements potentiels de conteneurs. Alors quand on regarde de façon un peu plus précise, on voit qu'il y a quelques petites fautes. Prenez le cmalogistique.com par exemple à gauche, il revendique un droit d'auteur sur ce site internet depuis 2010 jusqu'à 2016, alors que le nom de domaine a été déposé en avril 2016. Donc ils ne sont pas tous raccords. Autre élément, fermez les yeux pour les personnes les plus sensibles, le contenu adulte, 3cuisses.com, un site sur l'entrejambe des femmes de plus de 60 ans, bâtondeberger.com, aussi, qui atteint la réputation de bâton de berger, dont le slogan « Il n'y a pas d'heure pour en manger » a été détourné, le boncoinducul.com, et puis la pauvre Hello Kitty, hein, qui a bien changé, qui est devenue une dominatrice SM allemande. Les marques peuvent aussi être victimes de ce type de cas d'atteinte à la réputation avec du contenu adulte. On voit aussi beaucoup de ventes de contrefaçon qui utilisent en fait les marques associées à un nom de domaine. Prenez ici Montclair, prenez Jack Hoskin, où on va associer des termes comme online, outlet à la marque pour vendre des noms de domaine, pour vendre pardon, des produits contrefaits en ligne. Et souvent ces sites sont très bien référencés. Nicolas l'évoquera peut-être tout à l'heure sur le référencement naturel sur ces éléments-là. Ces sites, au-delà en plus de leur qualité intrinsèque, ils arrivent à être bien référencés sur Internet. Et puis il y a des contrefacteurs qui n'hésitent vraiment devant rien. C'est-à-dire que là, on a la marque associée à online ou outlet, mais vous avez des contrefacteurs qui vont prendre la marque et ils vont vendre de la contrefaçon associée avec les termes officiels, carrément. Hein, sur gucci-siteofficiel.com, vous avez des contrefaçons. Sur official Nike Factory Store, c'est des contrefaçons. Sur officialvalentino.com, on vend des contrefaçons. Le contrefacteur prend le terme officiel associé à la marque exploitée. Et puis, la pauvre Hello Kitty encore même. Imaginez qu'on vend de la contrefaçon des Hello Kitty, produits Hello Kitty quand même. Non. Tout se perd dans ce moment. Bon, je ferai la parenthèse. Vous avez aussi dans ce domaine de la contrefaçon les pharmacies en ligne. Ici, un réseau de plus de 302 adresses Internet, qui vendaient du Cialis de façon illicite. Et là, on est dans des extensions classiques, hein, .org, .net, etc. Vous aurez de toute façon des supports à disposition. Mais sachez que ce phénomène, on le retrouve aussi parmi les nouvelles extensions Internet qu'on évoquait tout à l'heure. Cialis s'est fait cybersquatter son .sex, Pfizer s'est fait cybersquatter son .site, Viagra s'est fait cybersquatter son .ninja. Ça fait promesse en même temps. Alors, parmi les derniers points qu'on peut retrouver sur les atteintes en fait, que peuvent subir les marques, on a aussi des dépôts qui sont purement spéculatifs. On va le voir d'ici quelques minutes, il existe une procédure extrajudiciaire qui est principalement donc, régie par l'OLPI si on prend les litiges en Europe. Et cette procédure, elle est payante, elle coûte 1 500 $. En fait, c'est la marque qui va être victime de cybersquatting, c'est elle qui va porter plainte, en fait, porter le litige auprès de l'OLPI, et c'est elle qui va débourser 1 500 $. Et là, il y a des cybersquatteurs, a priori, qui sont au courant du prix de cette procédure. Et lorsque vous allez contacter le cybersquatteur, qui met parfois sur ce qu'on appelle ici une page parking, hein, c'est une page avec des liens sponsorisés, où le cybersquatteur va gagner quelques dizaines de centimes d'euros à chaque clic de personnes qui utiliseraient éventuellement ce type de système, ben, à chaque clic, donc il va être rémunéré, mais là où il peut potentiellement gagner plus d'argent, c'est si la marque lui rachète, en fait, le nom de domaine. Typiquement, Galerie Lafayette.biz, quand Galerie Lafayette a mis en demeure en fait, le titulaire du nom de domaine Galerie Lafayette.biz, le cybersquatter, il a dit « Tiens, tu veux pas me le racheter 1 590 €? » Il a dit non. Galerie Lafayette il a baissé son prix à 900 €. Et Galerie Lafayette a fait le choix d'aller jusqu'au bout de la procédure. Leclerc a fait le même choix. Là, le cybersquatter lui proposait la cession à 1 500 $. Pile poil le prix du DRP. Il a fait un petit discount, 1 200 $. Mais Leclerc a fait le choix de continuer de faire la procédure. Et là, c'est une question à avoir. Est-ce que je paye éventuellement le cybersquatter? Moi, j'ai du mal avec ce concept. Payer quelqu'un qui me vole,
c'est délicat. Ou est-ce que je fais le choix de faire une procédure extrajudiciaire, mais qui sera potentiellement plus coûteuse, en fait, que le rachat. Donc c'est un choix qu'ont à faire les marques. Alors parfois, il n'y a pas de choix à faire, parce que vous avez des cybersquatters qui demandent des prix complètement fous. Prenez le cybersquatter de calzedonia.online. Qu'est-ce qu'il fait avec ce nom? Il fait rediriger vers le site de Victoria's Secret. Et quand il est contacté par Calzedonia, il propose le rachat du nom de domaine pour 250 000 $. Un petit peu au-dessus du prix de la procédure. Alors, Calzedonia fait une offre de 150 €. Il n'accepte pas, mais il baisse quand même à 2500 €. On voit qu'il y a une marge de négociation qui est quand même assez intéressante. Un ancien employé de la Française des Jeux s'amuse à enregistrer françaisdesjeux.co et propose à son ancien employeur de le racheter pour 300 000 €. Donc la Française des Jeux, là bien entendu, a attaqué et aussi a récupéré le nom. Et puis je crois que c'est le record, cette banque privée suisse, Pictet, dont le cybersquatter a enregistré donc Pictet.online et demandait à Pictet pour céder ce nom de domaine 4 millions de francs suisses, donc soit à peu près 3,6 millions d'euros. Et il y en a qui sont bêtes à aller braquer des banques. Il suffirait en fait d'enregistrer les noms et demander à la banque de payer. Bien entendu, la banque n'a pas payé. Malgré le discount, il est proposé de descendre jusqu'à 100 000 €. La banque a attaqué et a récupéré via la procédure extrajudiciaire. Alors, pour les marques, c'est important de mettre en place des systèmes de surveillance qu'elles ne peuvent pas enregistrer tout partout. Il faut être assez réactif sur ces systèmes de surveillance, c'est-à-dire dès que un nom de domaine va reprendre le nom d'une marque, être alerté de ces éléments-là, et contrôler qui est le propriétaire de ce nom, voir s'il n'a pas d'autres noms de domaine, s'il n'y a pas tout un réseau en fait qui est identifié. Donc il existe des solutions techniques efficientes qui vous permettent de faire ce type d'alerte. Et puis ce qui est important, c'est de zoomer sur les noms de domaine potentiellement litigieux. Parce que si vous surveillez la marque Vinci, vous allez avoir à peu près la même problématique que vous pouvez avoir sur les surveillances de marques classiques. Si je surveille la marque Vinci, je vais avoir potentiellement restaurant Léonard de Vinci, Bologne.it qui va ressortir dans mon système de surveillance. Or celui-là, il ne m'intéresse pas trop. Par contre, le Vinci.group, celui-là, il aurait dû mettre la puce à l'oreille. Donc celui-là, je vais le contrôler de façon quotidienne. Je vais regarder s'il est activé au niveau du site internet et je vais contrôler aussi ce qui se passe au niveau des serveurs MX. Qu'est-ce que c'est les serveurs MX? C'est la configuration technique en fait des emails sur un nom de domaine. Donc c'est très important de surveiller cet usage. C'est pas parce qu'il n'y a pas de site internet en fait associé à un nom de domaine qu'il n'y a pas un usage au niveau de la messagerie électronique. Et on a vu que sur les cas d'usurpation d'identité numérique par mail tout à l'heure, c'était un phénomène qui était en forte croissance. Alors on va terminer sur le petit quiz pour les procédures extrajudiciaires. Donc cette procédure extrajudiciaire, elle coûte 1 500 $, c'est ce que vous avez indiqué tout à l'heure, donc c'est la procédure dite UDRP. L'avantage c'est que la décision est assez rapide, 2 à 3 mois, elle est internationale, donc une marque française face à un cybersquatter aux Bahamas, en Corée, en Iran, la décision va être appliquée, donc c'est quand même un avantage par rapport aux problématiques d'exécution qu'on peut avoir sur les procédures judiciaires classiques. Et puis les décisions sont très favorables aux titulaires de marque, plus de 90% des cas en moyenne. Les noms de domaine sont rendus au titulaire, mais le titulaire, c'est-à-dire la victime de cybersquatting, tout ce qu'elle obtient, c'est le transfert ou l'annulation du nom de domaine. Il n'y a en aucun cas de dommages-intérêts. Donc c'est vrai que pour le cybersquatter, c'est assez confort, il perd juste le nom de domaine qu'il a acheté 10 $ chez un discounter, il risque pas grand-chose. Alors, comment on remporte en fait une procédure extrajudiciaire? Il y a 3 critères qui vont être: est-ce que le nom de domaine est identique ou similaire au point de prêter à confusion par rapport à une marque? Est-ce que le cybersquatter a un intérêt légitime en fait à exploiter ce nom? S'il n'a pas d'intérêt légitime, il a une absence d'intérêt légitime, ça fait un deuxième critère qui est remporté. Et puis le troisième critère à prouver, c'est est-ce qu'il y a un enregistrement et un usage de mauvaise foi? Ces 3 critères, ils sont cumulatifs. S'il y en a un qui n'est pas rempli, vous ne remportez pas votre procédure extrajudiciaire. Tout le monde a bien en tête ces 3 critères? Identique ou similaire au point de prêter à confusion par rapport à une marque enregistrée, absence d'intérêt légitime de la part du présumé cybersquatter, et enregistrement et usage de mauvaise foi. On va voir si vous avez suivi. On fait un ou deux tests pratiques. Alors, je vais vous montrer ce petit site. worldcup2011.com. C'est la Coupe du Monde de rugby en Nouvelle-Zélande, donc en 2011.
Et on a ce site qui reprend quasiment le site officiel de la Coupe du Monde de rugby, qui revend des billets de façon illicite, en dehors du réseau de distribution traditionnel. Et je vais vous demander si, d'après vous, par rapport à ce qu'on a évoqué sur les 3 critères, est-ce que la Fédération internationale de rugby a récupéré le nom de domaine worldcup2011.com, donc utilisé pour une copie de site internet? Je vais vous demander de voter avant la question qui roule. Donc, est-ce que la Fédération de rugby a récupéré en UDRP le nom de domaine worldcup2011.com qui vendait illicitement des billets? Alors, on voit qu'il y a une majorité qui pense qu'il remporte. Il y a 12 personnes qui pensent qu'il ne remporte pas. Pourquoi il ne le remporterait pas? Il faut assumer maintenant. Pas identique. Alors, Nicolas a indiqué, on l'a répété un peu ensemble. En fait, donc, la Fédération de rugby n'a pas récupéré ce site. Pourquoi? Parce que la Fédération de rugby avait la marque World Cup Rugby. Or, dans le nom de domaine, il n'y avait pas World Cup Rugby, il y avait juste World Cup 2011. Et donc, le cybersquatter, qui était quand même de très mauvaise foi par rapport à l'usage malveillant qui était fait du site, il a assumé jusqu'au bout, c'est-à-dire que, comme vous vous semblez tous, sûrement en 2011, il n'y avait pas que la Coupe du Monde de rugby, il y a aussi, bien entendu, le Snowboarding World Cup, qui a marqué beaucoup les esprits, et puis le Dance World Cup également, et le Cricket World Cup. Donc, il a joué sur cet aspect-là. Allez, un cas un petit peu similaire, FrenchOpenLivestreaming.com. La Fédération française de tennis attaque pour récupérer ce nom. On a ici la vente de billets également, et puis la diffusion en streaming, sans aucune autorisation, des matchs de Roland Garros. Donc la Fédération, forcément, de tennis prend très mal ce litige de nom de domaine, et va tenter de le récupérer en UDRP. Est-ce que, d'après vous, la Fédération française de tennis a réussi ou pas à récupérer ce nom à vos votes? Alors, il y a une grande majorité d'entre vous qui dit non. Et pourtant, oui. Pourquoi? Parce que French Open, tout simplement, c'est une marque de la Fédération française de tennis. Donc sur la base de cette marque, ils ont pu le récupérer sans aucun problème. Allez, un dernier petit cas, ici, sfrarnaque.com. Il n'y a aucun sigle associé à ce nom de domaine, sfrarnaque.com. Mais SFR prend mal en fait le dépôt de ce nom de domaine, même s'il n'est pas exploité, et engage une procédure extrajudiciaire pour le récupérer. Et là se pose entre autres sur la première question, est-ce que le nom de domaine est identique ou similaire et comme prêter à confusion par rapport à une marque enregistrée? Alors je n'ai pas vérifié depuis, mais au moment du litige, a priori, SFR n'était pas propriétaire de la marque SFR Arnaque. Vous avez juste SFR. Je vais vous demander d'après vous si SFR a réussi à récupérer ce nom de domaine, SFR Arnaque. Quelques instants. Alors on voit une majorité quand même de noms qui se dégagent, parce qu'on peut se dire, ben oui, le terme arnaque, il est suffisamment péjoratif en fait pour qu'il n'y ait pas de risque de confusion par rapport à SFR. Je pense que c'est la logique de la majorité des votants. Et pourtant, SFR en fait a réussi à récupérer ce nom de domaine. Avec une stratégie de l'avocat qui était, enfin du cabinet juridique qui les a représentés, je crois que c'était un CPI en l'occurrence, qui était assez intéressante. Il a dit, mais en fait, sfrarnaque.com, ça pourrait être un site qui référence toutes les arnaques à l'encontre de SFR. C'est comme ça qu'il l'a présenté. Et l'expert a suivi en fait ce raisonnement-là. Et donc, du coup, le nom de domaine a dû être cédé en fait à SFR, et la personne pour se venger a mis ce petit message-là. SFR a préféré engager une procédure plutôt que de dédommager les 140 € qu'il souhaitait à ce niveau-là. Et ce qui est assez rigolo, c'est que sur la même construction, smartbox-arnaque.com, on est sur la même construction, associant de la marque à arnaque, mais là, Smartbox, en fait, n'a pas récupéré ce nom. Pourquoi? Parce que là, on avait un usage où quelqu'un racontait sur plusieurs jours les déboires qu'il avait eu avec Smartbox, avec le service client, la Smartbox qu'elle n'était pas livrée, etc. Et donc, c'est l'intérêt légitime qui a été retenu ici.
Mais on voit que les procédures extrajudiciaires, par rapport à toute la première partie qu'on a voir sur les procédures judiciaires, on a quand même des points de différenciation importants. J'en ai terminé pour cette partie au niveau du cybersquatting, donc je vais laisser la place pour la dernière partie à Nicolas. Merci beaucoup de votre attention.